Comme tous les sous-traitants du nucléaire, Stéphane Moulinas intervient dans les zones les plus contaminées des centrales. Chaque jour, il consigne les doses radioactives qu'il reçoit dans ce petit carnet. 0,610 millisievert. Elles se mesurent en millisievert. 19. Sur l'année, vous êtes Grosso modo, je suis à entre 11 et 12 millisievert sur l'année, depuis le mois de janvier. On est en novembre, presque en décembre. Ça va, quoi. Et le plafond est là? Le plafond, il était à 20 millisievert il y a quelques années. Je crois qu'il est descendu à 18. Et notre société, nous, à 15, elle nous arrête. Et à 11, 12, 13, ils nous disent, oh là, faut lever le pied maintenant. C'est votre cas? Ouais. Mais là, je suis pas encore en zone rouge, quoi. Je suis pas encore en alerte. Donc, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ou 10 ans? La santé des sous-traitants dans le monde de l'atome demeure un tabou. Aucun chiffre officiel, pas d'études scientifiques. Les hommes sont invisibles. Pourtant, leur vie peut basculer en un instant. C'est ce qui est arrivé à Dominique Sanson. En 2007, il intervenait à la centrale de Palluel lorsque l'accident a eu lieu. En découpant un tuyau, le soudeur a été contaminé par des particules radioactives. À l'infirmerie, donc, ils m'ont décontaminé. Il leur a fallu quand même une bonne heure et demie, quand même, parce qu'on a pris plusieurs douches. Donc, ils ont commencé par la tête, parce que la tête, j'en avais partout sur la tête, le visage. Et, au bout de 2-3 lavages de la tête, donc j'ai pris 2-3 douches aussi, pour me décontaminer. Et ensuite, on est passé à l'anthropo gammamétrie. Donc, c'est pour voir si on a absorbé donc, des particules, quoi. Et suite à ça, bon, donc, l'infirmière m'a dit que j'ai décontaminé interne. En temps normal, comme sur ces photos, la zone de travail doit être protégée. Il faut aussi un aspirateur pour évacuer les poussières dangereuses qui s'échappent du tuyau. Selon Dominique Sanson, rien n'était en place. Il a donc refusé d'effectuer l'opération malgré l'insistance de sa hiérarchie. Au bout de 3 jours, celle-ci a fini par installer l'aspirateur, qui s'appelle aussi déprimogène. Manque de chance, l'appareil a été débranché par erreur. Ça paraît quand même bizarre, mais pour une centrale nucléaire, mais il y a un gros manque de prise. Malheureusement. Et il y a un collègue qui travaillait 2 étages en dessous, là où était branché mon déprimogène, avait un boulot comme nous tous, très urgent à faire, m'a débranché, il s'est branché à ma place, quoi. Le temps que je me dégage, forcément, j'avais respiré pas mal de particules, quoi. Donc j'étais contaminé, forcément, interne, à l'intérieur de mon corps. Le soudeur a poursuivi son employeur en justice. Il a perdu. Les termes du jugement sont clairs. En l'absence de lésion, l'événement ne peut être qualifié d'accident du travail. L'impression que j'ai, oui, c'est ça, c'est d'être pris pour un Kleenex, quoi. On n'a plus besoin, on jette, quoi. Les risques de la sous-traitance sont-ils suffisamment pris en compte par les autorités? C'est la question centrale des parlementaires qui poursuivent leur enquête en marge des stress tests. Depuis Fukushima, ils inspectent les centrales et ce qui les inquiète avant tout, ce n'est pas un séisme ni une inondation. Nous avons noté le recours excessif à la sous-traitance. Et la sous-traitance en cascade, ce qui veut dire qu'il y a un sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant. Nous avons recensé jusqu'à une cascade de 7 sous-traitances. Ce qui veut dire que l'exécutant se trouve très éloigné de la commande initiale. Pour les parlementaires, la sous-traitance implique des risques non seulement pour la santé des travailleurs, mais également pour la sûreté des centrales. François Fillon avait l'embarras du choix. Août 2011, le Premier ministre promet « Les stress tests ne vont pas se contenter de vérifier la solidité des centrales. L'homme sera pris en compte lui aussi. » Mais le message essentiel n'est pas là. Si l'accident de Fukushima nous rappelle
que le nucléaire comporte des risques potentiels, il ne doit pas occulter ses avantages considérables. Je récuse fermement les approches manichéennes dans lesquelles beaucoup voudraient nous enfermer. Entre la sortie du nucléaire et le tout nucléaire, il y a une voie responsable. La France a besoin du nucléaire. Les Français ont aussi besoin d'être rassurés sur la sûreté de leur centrale. Ça tombe mal. 10 jours plus tard, un accident vient rappeler les dangers du nucléaire. Merci d'être avec nous et tout de suite donc direction le département du Gard avec cet accident, cette explosion dans une installation nucléaire. À Marcoule, une filiale d'EDF fait fondre des déchets radioactifs dans un four à 1600 degrés. Ce 12 septembre, le four explose. Un ouvrier meurt sur le coup, un autre est grièvement brûlé. 3 de ses collègues sont blessés. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cet accident. 2 salariés ont d'abord accepté de nous répondre, puis ils se sont rétractés par peur de faire fermer l'usine. 400 emplois menacés. Erreur humaine, course à la rentabilité, des enquêtes sont en cours pour établir les causes de l'accident. Mais une chose est sûre, le four contenait des déchets beaucoup plus radioactifs qu'EDF ne l'a déclaré au départ. Une radioactivité 500 fois plus élevée, voilà ce qu'a découvert l'autorité de sûreté nucléaire, qui demande à l'exploitant des explications sur les raisons de cette sous-évaluation. À Paris, c'est à la même omerta que se heurte cet avocat. Il s'est emparé du dossier de la sous-traitance en France. Là, nous sommes dans un secteur qui a la culture du secret, avec un corps d'inspection chargé de veiller sur la santé des travailleurs, qui lui-même est issu de ce milieu-là. Et donc, on est dans un milieu dans lequel il est extrêmement difficile de pénétrer. On s'aperçoit que l'État, véritablement, est jugé parti. Et que, au lieu de favoriser la transparence, la transmission des informations, le contrôle dans les conditions optimales, eh bien, on a le sentiment qu'au contraire, il est en train de tout verrouiller pour que la vérité n'apparaisse pas. L'avocat s'est associé à une chercheuse en santé publique. Ensemble, ils ont déjà défendu les malades de l'amiante et réussi à faire condamner, entre autres, le CEA, EDF et l'État. Leur objectif, gagner aujourd'hui la bataille du nucléaire. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 88, voyant l'importance de l'exposition et ce que je pouvais comprendre de la littérature sur le sujet me faisait craindre la survenue de cancers 20 ans plus tard, et maintenant on y est. Il y a une étude épidémiologique qui a été faite sur une quinzaine de pays, qui était dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer. Cette étude montre des excès de cancer tout à fait caractéristiques chez les travailleurs du nucléaire sur l'ensemble de la carrière. Leur première victoire, c'est Christian Véronneau. Sous-traitant toute sa vie dans le nucléaire, il souffre d'un cancer bronchopulmonaire. Son cas est sans précédent. Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. J'ai fait une rechute. Oui. Alors, il y a les ganglions cancéreux qui sont revenus. Oui. Bon, on m'a dit de faire une radiothérapie puis une chimiothérapie en même temps. Oui. Vous avez fait les deux en même temps? J'ai fait les deux en même temps, c'était douloureux. Hein, j'ai souffert. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faisiez dans le nucléaire? Je faisais de la décontamination de piscine. Cette intervention-là, vous la faisiez en combien de temps? On était 2 heures au fond, à peu près. 2 heures au fond? Ouais, il descendre de 2 heures et prendre 3 millisieverts en 3 millisieverts oui. en 2 heures? C'est énorme, 3 millisieverts en 2 heures. Vous étiez au courant que ça pouvait impliquer des risques pour votre santé? Non, pas du tout. Non. On n'en a pas parlé, on n'en a jamais parlé. Hein. Si c'était à refaire, cette vie professionnelle? J'essaie de prendre la dose le moins possible. Ouais, c'était à refaire. Est-ce que c'est possible, ça? Non. Les employeurs, ils connaissent le risque. Ah oui, bien sûr. Et en fait, vous n'êtes pas protégé. L'affaire va maintenant être jugée par le tribunal de Melun. Christian Véronneau entend faire condamner ses employeurs.